Comme vous pouvez le voir, le programme est très chargé et donc je vais essayer de me limiter et de vous donner quelques commentaires succincts, beaucoup plus brefs que les informations qui se trouvent sur les diapositives que je vais vous présenter. Pour vous inviter, si vous avez des questions, d'abord à en parler à la fin de cette conférence éventuellement, mais surtout d'aller voir cette conférence sur le site de l'ASC. Vous y trouverez donc plus d'informations que celles que je vais vous donner. Et sur les slides, il y a de nombreux liens hypertextes qui vont vous conduire sur de plus amples informations, car les slides eux-mêmes sont résumés. On va donc commencer par Lausanne et Genève. Comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, Lausanne est dans le canton de Vaud. Le canton de Vaud est en bailliage bernois au XVIIIe siècle. Depuis 1536, en fait, jusqu'en 1789, à l'invasion napoléonienne. Donc, c'est une zone occupée et évidemment, les occupants se gardent la faïence de luxe et laissent la faïence utilitaire aux occupés. Donc, on verra qu'il n'y a pas grand-chose à dire à Lausanne. À Genève, c'est un peu différent. Genève perd sa seigneurie épiscopale en 1526. C'est une ville dirigée par ses citoyens, 200 habitants, mais sous l'emprise morale de Calvin. Donc, la Genève calviniste est très austère et n'y tolère guère du luxe. Donc, première faïencerie dans la Suisse actuelle, disons, en 1731. C'est une des raisons pour laquelle elle est mentionnée ici. Elle est aussi mentionnée parce que c'est le départ d'une saga des Bellons, une famille qui va régner sur la poterie et la céramique en Suisse romande. Ils arrivent en 1685 à la révocation de l'édit de Nantes dans le territoire protestant vaudois. Ils y font 2 poteries. En 1731, un des membres de la famille qui s'appelle Moïse sera le patriarche, ça tombe bien, de la famille des faïenciers. Il va faire une faïencerie à Lausanne de 1731 à 1773, comme on dit en français correct, 1773 pour vous. Et un de ses 14 enfants, Moïse II Bellon, va y travailler entre 1760 et 1773. Puis on va retrouver ce Moïse II Bellon à Genève-Paquis, je vais vous montrer dans un instant où c'est, puis à Nyon, puis son fils cadet Abraham Bellon va aller à Carouge et il y aura là une nouvelle dynastie Bellon qui va s'arrêter en 1879. Donc, grosso modo, 200 ans de Bellon en Suisse. Une autre saga, c'est celle des Blavignac à Genève. En fait, excusez-moi, pour Lausanne, vous ne verrez rien d'autre que ça, car il n'y a pas de marque, aucune attribution certaine. On a parlé dans la littérature d'un décor de fleurs dans le style de Strasbourg ou de Lunéville. Je n'ai rien trouvé. À Genève, les Blavignac, c'est également 4 générations. En fait, 105 ans de faïencerie dans un quartier de Plainpalais, que je vais vous montrer dans un instant, et absolument rien. Enfin, la littérature dit une seule pièce connue, je ne sais pas où elle est et je ne sais pas à quoi elle ressemble. Voilà un petit exemple de ce qui se passe sur cette carte de 1838, donc elle est un peu plus tardive qu'à notre époque. Mais vous avez ici en haut, il faudrait que je déplace, excusez-moi, voilà. Ici, le quartier des Paquis, qui fait partie du mandement de Penay, qui est en fait sous la juridiction de Genève, et c'est en fait la zone industrielle de Genève. On y trouvera la première fabrique d'indienne en 1772. Et c'est donc là que Moïse II Bellon va venir en 1773 dans une faïencerie dont on ne sait rien, qu'il quittera en 1779 pour aller à Nyon. Et puis c'est également de Nyon que son fils cadet ira à Carouge. Mais à Carouge, au XVIIIe siècle, Carouge est une ville créée de toutes pièces en 1750 par le duc de Savoie. On y voit ici la rectiligne de ces rues pour faire concurrence à Genève. Ici, l'Arve et le Rhône au bout du lac de Genève, l'Arve qui fait frontière. Et c'est qu'à l'invasion napoléonienne, en 1789, que Carouge sera rattaché à Genève, que Genève deviendra le chef-lieu du canton napoléonien du Léman. Donc, on a parlé des Blavignac à Plainpalais. Vous voyez ici Genève dans ses murs. À Plainpalais, hors les murs, notamment pour les risques d'incendie, les Blavignac vont faire 2 faïenceries pendant plus de 100 ans. On n'en sait rien. À Carouge, en
En revanche, entre 1802 et 1933, il y aura des faïenceries qui feront l'objet de la fin de cet exposé. Puis, puisqu'on est en dehors de la Suisse à proprement parler, Genève rejoindra la Suisse en 1815-1816. Je voudrais quand même parler d'une petite épopée au Paquis. Au Paquis, il y a eu, Paquis, ça veut dire pâturage, en fait, dans le patois genevois. Donc, dans ce pâturage de l'époque, il y a eu une manufacture de faïence fine de 1786 à 1796. On n'a aucune pièce. Elle a été fondée par un Jean-Adam Mühlhauser, qui vient de Zurich, et qui était, à partir de 1782, donc l'année qui suit la création des porcelaines de Nyon, le dépositaire des porcelaines de Nyon pour Genève et donc pour la France. Et puis, il y a toute une histoire en 1786. Ferdinand Müller, le beau-père de Dortu, qui avec lui avait fondé la porcelaine de Nyon, vient pendant une absence de Dortu à Berlin pour essayer de transférer les porcelaines de Nyon à Genève, mais il sera rattrapé par la police, déchu de sa nationalité. Et puis, il partira en France. Et puis, on peut aussi citer qu'en 1788, donc 2 ans après la création de cette manufacture de faïence fine, il y a un Anglais qui s'appelle Christophe Potter, qui restera là seulement pour une année et qui apportera des fonds et de son expertise. Christophe Potter, on le retrouvera en 1792 à Chantilly. Enfin, la manufacture ferme tombe en faillite en 1796 et un employé, Jacob Binet, prend le stock et s'établit en France à Salette, près de la Balme. Donc voilà, cette conférence commence donc très mal puisqu'on a commencé avec Lausanne et Genève et je n'ai rien à vous montrer. Elle continue pas mieux parce qu'on va aller à Soleure en 1734. En fait, je vais à Soleure pour une seule raison, pour vous rappeler que dans cette conférence, je ne vais parler que de la faïence de table. Mais en fait, il y a toute une histoire des fabricants de poêles en Suisse. C'est une autre conférence qu'on pourrait faire, mais qui ne sera pas traitée ici. Tous ces fabricants de poêles produisent occasionnellement de la faïence de table. Et c'est notamment le cas de ce Urs Johann Wieswald à Soleure, qui produit ces plats absolument magnifiques, qui datent de 1734, ces plats qui sont dans l'esprit de la faïence allemande de Francfort ou de Hanau. Donc, gardez ça en mémoire. Les fabricants de poêles fabriquent de temps en temps de la faïence de table, comme on a vu avec les Kreuchi, par exemple, lors de ma conférence de la semaine dernière. C'est également vrai pour ceux qui sont spécialisés dans la faïence de table, qui en général sont également des producteurs de poêles. Il y a 2 exceptions notables, à Fribourg et à Zurich. Alors, on va continuer un tout petit peu mieux. Là, je ne vous ai pas montré grand-chose. On va aller à Voidance, car dans ces 13 lieux de faïencerie, il y a évidemment des faïenceries importantes et des faïenceries anecdotiques. Alors, Voidance, c'est ici, c'est dans le canton catholique de Fribourg, c'est tout près d'une ville qui s'appelle Bulle, et il y aura ici une faïencerie qui durera 3 ans, et je la mentionne parce que elle a été créée par Protet Emmanuel Pidou. Protet Pidou, qu'évidemment tous les Français amateurs de faïence connaissent bien. Ce Protet Pidou est né à Voidance, il fait donc son apprentissage chez Anong à Strasbourg, et puis à Mency avant d'arriver à Voidance. À Voidance, il y arrive en 1753 et il demande aux autorités de bien vouloir financer une faïencerie fort de son expérience. Ça, c'est très important. On verra souvent en Suisse, notamment à Fribourg, que ce sont les autorités qui se porteront garant et qui donneront à la fois les moyens financiers et les moyens opérationnels de faire une faïencerie. Il les obtient. Il commence cette faïencerie, ça dure 3 ans, c'est la faillite, il s'enfuit avec ses frères à Paris en 1756 et il laisse ses 3 enfants à Voidance, qui coûte cher. Voidance contacte Protet Pidou, lui renvoie son fils aîné et puis Pidou fera une très belle carrière, comme vous le savez. Il retourne à Mency, après Mayonnax, Mâcon, il est peintre à Nevers où il décède en 1790.
Il n'y a que deux objets qui nous restent de cette époque. Ils sont marqués CF pour canton de Fribourg, comme vous le voyez ici sur cette bouquetière qui est au Musée national suisse. Canton de Fribourg, donc on veut bien mentionner que c'est les autorités qui font cela. Donc évidemment, c'est pas extraordinaire pour Protet-Puydou, elle ne vaut pas le détour, mais enfin, c'est un des deux objets qu'il a fait à Voidance. Il me fait penser un peu à Roanne avec cette cordelette autour. Bref, on arrive enfin à la première faïencerie digne de ce nom à Fribourg. Alors, Fribourg, en deux mots, Fribourg fait donc vraiment partie de la Suisse. Il a rejoint la Suisse en 1481. Vous savez que la Suisse, vous l'avez en tout cas appris la semaine dernière, à partir de 1515, bataille de Mérignan, arrête sa politique expansionniste et se trouve à la tête de contingents de mercenaires. Berne va faire fortune avec eux et créer une classe de patriciens. La même chose va se faire avec Fribourg pour les catholiques et Lucerne pour les catholiques. Il y a des troupes de soldats fribourgeoises qui vont aller à l'étranger. Les officiers de ces troupes vont revenir avec beaucoup d'expérience et avec beaucoup de richesse, à tel point qu'ils vont, par exemple, à titre d'exemple, construire plus de 200 maisons de campagne pour leur résidence d'été dans le canton. Il faut quand même les chauffer et pour cela, ils ont notamment besoin de fabricants de poêles tels que Rudolf Stern, André Nuhofer ou Jean-Baptiste Nuhofer. Et voilà, à titre d'exemple, un poêle de 1768 de Rudolf Stern, fabricant de poêles à Fribourg, qui, je trouve, est suffisamment beau pour faire une petite entorse à cette conférence. Allons maintenant à la manufacture du sauvage. C'est un aubergiste qui possède un restaurant qui s'appelle le Cheval Blanc, qui demande à nouveau aux autorités de Fribourg de bien vouloir lui avancer des fonds pour la création d'une faïencerie. Il propose un lieu qu'il va acheter, qui est un autre restaurant, une auberge, qui s'appelle l'auberge du Sauvage. Et on va appeler donc cette manufacture la manufacture du Sauvage en référence au lieu, au restaurant dans lequel elle va prendre place. Pourquoi le Sauvage? Et pourquoi une abbaye? En fait, dans la ville catholique de Fribourg, les corporations sont dirigées par des abbés présidents. D'où le nom d'abbaye donné à cette société. Donc, une abbaye, c'est une corporation. La corporation du Sauvage était le siège des chamoiseurs qui avaient pris la figure légendaire de l'homme sauvage. Donc, voilà, c'est un aubergiste qui, bien connu des services de l'État, reçoit de l'argent pour créer cette manufacture du sauvage. Évidemment, il n'y connaît rien. Donc, il demande à Gabriel Baquier, ayant travaillé à Niederwiller et à Rambervillers, de créer cette manufacture sous sa responsabilité. C'est en fait le directeur artistique et le PDG. Donc, Barbier fait ça, mais en 1760, 2 ans après, il en a marre et il part. Et on ne sait pas très bien qui dirige cette manufacture du sauvage, mais on sait qu'il avait fait venir de très nombreux fugitifs de la guerre de 7 ans de la France, notamment Louis Neppel, peintre sur faïence et porcelaine à Saint-Cloud et à Mency. En fait, ce sont eux qui vont faire les premiers 10 ans de la manufacture du sauvage. Car en 1768, Camélic en a marre, il reste propriétaire, mais il dit « je retourne à mon métier d'aubergiste, je vais confier ma manufacture de faïence à Jean Sellier ». Regardons ce que ces premiers 10 ans a produit. Il ne reste que 8 objets, dont je vais vous en présenter 4. Ici, ce huilier, un décor de réverbère avec la marque FC. Certains disent François Camélic. Je pense en référence à Canton de Fribourg pour Voidance et Protet-Puydou, plutôt Fribourg-Camélic. Bref, le débat est ouvert. En tout cas, il y a des marques FC. Voilà encore ce plat qu'on peut très bien attribuer car il a ici ces armoiries de la famille fribourgeoise Kuenlin ou encore cette assiette qui est au Musée national suisse et qui est signée par ces deux FC. Vous ferez attention à la forme de cette assiette. On va la retrouver tout au long de mon exposé. Cette forme également, à 16 lobes également, sera présente à plusieurs endroits. Ici, des motifs floraux en qualité contournée, alors qu'il y avait des qualités fines précédemment, et également
la signature FC. Donc voilà pour la première partie de Camélique. Ensuite, Sellier va diriger cette manufacture pendant 4 ans, mais c'est en français. Les autorités fribourgeoises se méfient un peu des Français et lui adjoint en François-Charles Gendre, un homme du cru qui s'était formé chez Anong. Qu'est-ce que Sellier a fait pendant ces 4 années? On ne sait pas. À titre d'exemple, je montre ici une fontaine d'applique sans couvercle avec un F dont on ne connaît pas la signification. C'est du grand feu, c'est un décor de chinois, il y a aussi un dragon assez intéressant. Et on arrive donc à une restructuration de cette faïencerie, de cette manufacture qui devient sous l'égide des notables fribourgeois. Il y en a 3, dont Charles Gendre fils, qui va nommer son fils, François-Charles Gendre, directeur de la manufacture et qui va lui fournir les fonds, car comme on va le voir tout au cours de cette manufacture, il y aura des gros problèmes de trésorerie. Ce François-Charles Gendre, qui, lors de son apprentissage, a sûrement rencontré de nombreux faïenciers, tout un réseau, fait venir de très nombreuses personnes, notamment de Heux, Nicolas Hoth, cité à Lunéville, qui vient ici, une personne originaire de Sansal, c'est une toute petite ville près de Fribourg, qui a travaillé à Vincennes, à Chelsea, au Royaume-Uni et à Sèvres. En fait, de très nombreuses professionnels vont venir chez François-Charles Gendre, qui a un peu la bosse du commerce. Il va diversifier sa production avec des ventes de poêles en fer, des manufactures de brosses, une fabrique de tabac, une fabrication de vernis anglais. Et puis, il a grandi sa manufacture et il va donc produire ce qui est à mes yeux, et je crois aux yeux de tous, la plus belle production de Fribourg que je vais vous montrer maintenant, avec un répertoire de 22 poncifs et sa signature. Alors, on commence ici par cette terrine couverte avec cette astère, et dans l'astère, vous avez ici des armoiries, on la verra mieux sur cette assiette, les armoiries de la famille de Glérès, dont les coupeaux sont en fait les pétales de ces astères. C'est tout à fait particulier parce que, excusez-moi, j'ai un petit problème ici, voilà, particulier parce qu'on voit sur l'aile ces 3 brindilles qu'on va retrouver un peu partout. On va les retrouver notamment ici dans ce camailleux vert qui est typique de la manufacture Gendre à Fribourg, et on retrouve le même poncif de cet astère. Camailleux vert qu'on retrouve sur cette boule à savon, cette boule à éponge, avec d'autres armoiries de la famille fribourgeoise, Dinsbach-Steinbrug, et avec ici la signature de François-Charles Gendre. On trouve sur cette boule à savon, ce motif de la rose qu'on retrouve sur ce service à thé, dont la théière reprend le motif de l'astère, et puis l'apparition dans le même camailleux vert du chinois fumant sa pipe, chinois qui va à gauche, comme les sources de Berne, vous vous rappelez. Voilà donc ce chinois qu'on retrouve ici en couleur avec ces brindilles si typiques de la manufacture Gendre Fribourg. Un autre poncif avec ce chinois dansant et les mêmes brindilles sur l'aile. Et puis on arrive sur un autre répertoire, cette absolument magnifique fontaine d'applique avec ce bouquet à la tulipe qui n'est pas signé, mais grâce à l'analyse archéométrique qui donc va analyser les composants de cette faïence et qui va les comparer aux composants connus de pièces qu'on vient de voir. Marino Maggetti, le professeur de l'Université de Fribourg, le pape de l'analyse archéométrique, a pu démontrer que c'est bien la fabrique de François-Charles Gendre qui a produit cette fontaine d'applique, et notamment ce magnifique bouquet qu'on va retrouver dans une forme un petit peu plus simplifiée sur cette assiette avec cette aile ajourée, un peu dans l'esprit des assiettes de la veuve Perrin, me semble-t-il, ou alors ce bouquet qu'on retrouve entièrement avec les mêmes petites branchettes fleuries sur l'aile.
François-Charles Legendre décède en 98. Pendant 3 ans, sa manufacture est reprise par sa veuve et puis par son fils à partir de 1801 jusqu'en 1810. Mais son fils, ça va très mal. Il vend la manufacture du Sauvage et ne garde que l'autre manufacture qui avait été fondée par François-Charles Legendre dans un autre endroit de Fribourg qui s'appelle Le Pertuis. Et il vend cette manufacture du Sauvage le 1er mai 1818. Il vend la manufacture, mais le bâtiment existe toujours. À l'heure actuelle, je vous invite à aller au restaurant du Sauvage à Fribourg, car elle existe toujours, mais il la vend en 1810. Ça ne marche pas mieux. Et il se suicide le 29 mai 1810 en se jetant dans la Sarine, qui est le cours d'eau qui passe à Fribourg. De cette période de 1801 à 1810, ne reste quasi rien. J'ai retrouvé que cet écritoire qui, selon moi, ne vaut pas le détour. À sa mort, sa veuve reprend la manufacture du Pertuis et elle se marie avec le frère du défunt, avec son beau-frère, avec Ignace Gendre. Il y a des problèmes de ce remariage, mais bref, finalement, ils sont ensemble. Et cette veuve a la bosse du commerce. Elle dirigera cette manufacture de 1812 à son décès en 1844. On n'a rien, seulement 2 fragments de céramique de cette production, donc c'est vraisemblablement de la faïence utilitaire, mais elle peut survivre avec ça. Fin de Fribourg et passons à l'autre canton patricien, Berne, où il y a 2 manufactures. La première, fondée par, évidemment, un colonel des armées qui s'appelle Villading. Ce Villading demande en prêt au conseil, mais pour des raisons mesquines, il ne l'a pas. C'est donc avec ses propres deniers qu'il fonde une manufacture dans un quartier de Berne qui s'appelle la Lorraine. C'est un peu troublant parce que je ne sais pas s'il était déjà mentionné au nom de la Lorraine ou s'il était mentionné comme la Lorraine en fonction des ouvriers de Lorraine qui venaient y travailler. Bref, dans ce quartier de Lorraine, au bord de l'Aar, c'est le cours d'eau qui passe à Berne, il fonde une manufacture à la fin 1758 qui commence en 1759. Elle produira seulement pendant 4 ans. Par qui, évidemment, ce Villading n'a aucune connaissance de c'est seulement le bailleur de fonds de la faïence, donc notamment par un Caspar Schnebelin de Bâle. On ne sait pas très bien qui travaille dans cette faïence et c'est seulement sur 3 ans. On a trouvé quelques rares marques W pour Villading. Je vais vous présenter ce que moi j'ai trouvé. C'est peu de choses. Je vous prie d'excuser la qualité mauvaise de cette photo. C'était lors de la vente de la maison aux enchères Stucker à Berne en automne 2012. Une assiette et un plat, regardez la forme, on l'a déjà retrouvé, et puis ce vert un peu turquoise et ces grands insectes ou papillons, à mon avis, typiques de Villading. À titre informatif, en 2012, cette paire d'assiettes et de plats a été vendue pour 700 francs suisses, c'est-à-dire environ 600 €. Et ce plat seul pour 500 € l'année d'après, avec ici une belle tulipe et toujours ce verre un peu transparent et cette forme de plat qu'on va également retrouver ailleurs. Il y a encore de Villading cette assiette au musée national suisse avec aussi cette forme un peu particulière qui est un peu ce que mes études m'ont montré l'apanage de la Suisse. Donc voilà 3 exemples pour Villading. Et passons à la deuxième fabrique, qui elle sera beaucoup plus importante, qui est la fabrique de Franz Rudolf Frisching, qu'on appellera la fabrique Frisching. Évidemment, ce Frisching, à l'instar de Villading, étant colonel aux armées, lui, il était en Hollande avec ses troupes. Est-ce qu'il a vu, est-ce qu'il a rapporté de Delft des procédés? On n'en sait rien, mais quoi qu'il en soit, dans le même quartier de la Lorraine, à côté de Villading, avec une production qui aurait dû commencer en 1760 selon les archives, mais donc qui n'est attestée qu'en 1763 à la faillite de Villading. Donc, est-ce que Villading et Frisching ont travaillé ensemble? Est-ce que c'est 2 différentes manufactures? Est-ce que c'est qu'une seule? On ne sait pas très bien, en tout cas, je ne sais pas très bien. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en 1760, il fait venir Johann Adam Spengler, qui sera un des grands céramistes de la Suisse. Il vient de Schaffhouse, il a fait son apprentissage chez un fabricant de poêles à Berne. Il est devenu maître faïencier en 1754 et il lancera pendant 3 ans la fabrication de faïence chez Frisching. Mais en 1763,
il part à Zurich où il était débauché par Zurich. On le retrouvera donc à la manufacture de Kirchberg-Schoren à Zurich, un peu plus tard dans mon exposé. Et Frisching fait venir un autre faïencier comme directeur de la manufacture, un homme qu'on connaît très bien, c'est le plus grand potier de Langnau, Daniel Hermann, celui qui a fait cette terrine de mariage, vous en rappelez sûrement, qui va diriger cette manufacture pendant 13 ans, de 1763 à 1776, et qui, jusqu'à sa faillite en fait, en 1776. Ils vont produire de la céramique de table, mais ils sont surtout connus pour leurs poêles en décor de réverbère. Vous en avez un ici au château de Jegensdorf, c'est tout près de Berne. Je vous invite pendant les mois d'été à aller visiter ce magnifique château où il y a peut-être une vingtaine de poêles. Je l'ai vu de mes yeux, il est absolument splendide. Tous les bouquets sont différents. On connaît, à titre d'exemple, 40 poêles de la manufacture Frisching qui sont encore actuellement présents. Mais on est là pour discuter de la céramique de table. Donc voilà ce que Frisching a produit. Cette soupière, je vous invite à en mettre la forme dans vos yeux, car on va également la retrouver à plusieurs endroits dans cette conférence. Ces lobes ici, ces bouquets qu'on va retrouver sur les assiettes et puis ces poignées tout à fait particulières. Voilà pour moi une magnifique cafetière avec cette rose, ce bouquet qui couvre à peu près toute la surface en plat. Dans la forme, on va aussi la retrouver tout à l'heure avec ce bouquet, un bouquet qui recouvre une grande partie du bassin, assez chargé également sur l'aile, cette forme d'assiette tout à fait particulière avec ce bouquet ici central. Et puis alors, quelque chose que vous connaissez déjà, car on l'a retrouvé chez Daniel Hermann lorsqu'il était potier à Langnau et chez son fils Daniel II Hermann, cette fontaine d'applique rococo dont le moule a été fait à Strasbourg et qui se fait ici en 2 exemplaires en faïence de grand feu. Ce sera un peu le fil rouge de notre exposé. On va le rencontrer encore ailleurs. Voilà pour Berne, importante manufacture. On va faire un tout petit crochet à Cornol pour une manufacture je dirais, épisodique ou anecdotique plutôt. Cornol est dans l'Ajoie. L'Ajoie, c'est ce territoire qui est cette espèce de champignon qui rentre dans la France actuelle. C'est un territoire, l'Ajoie, un territoire de potiers. Il y a des potiers à chaque village. Dans cette petite ville de Cornol, entre 1705 et 1927, on recense 6 fours et 50 potiers. En fait, comme à l'instar de Genève et Lausanne, Cornol, ce n'est pas vraiment la Suisse. Ça l'est actuellement après les guerres napoléoniennes, depuis le traité de Vienne, depuis 1815, où il était rattaché au canton de Berne. Mais à cette époque, entre 1760, création de la manufacture, jusqu'en 1779, il fait partie du diocèse de Besançon. Très important, car on va voir qu'il y a des discussions sur les provenances de la fabrication de Cornol. On ne sait pas si c'est Cornol ou Boult, une petite ville au-dessus de Besançon, à environ 25 km au nord de Besançon, Besançon étant séparé de 150 km de Cornol, qui a produit certaines de ces faïences. En fait, depuis 1979, il est sous l'évêché de Bâle, puis lors de l'invasion française dans les départements français du Montérégie puis du Haut-Rhin. Ce prince-évêque de Bâle veut créer une faïencerie à Cornol. Il le fait en 1760. Il demande à un avocat qui s'appelle Triponnet, avec un accent aigu en EZ selon les orthographes, pour la lancer, mais ça ne marche pas très bien. Il fait faillite. C'est repris par un prêtre qui s'appelle Catin, ça ne s'invente pas, qui fait également faillite en 1772. Puis, la faïencerie est sauvée par un Polonais en 1773. Et c'est là la grande époque de Cornol, 1773-1795, la mort de ce Znamensky. Effectivement, ces 3 fils reprennent la manufacture, mais ça ne marche pas. Elle fut vendue en 1802. En fait, elle va continuer jusqu'en 1870, mais à faire de la poterie, des pots de fleurs, des tubes, de la tuilerie, et donc rien qui nous intéresse réellement. Alors voilà cette production de Cornol, cette assiette ici à 6 lobes avec cet œillet qui, dans la fleur principale, est à droite et le bouton à gauche. On trouvera ici 2 campanules
striées et puis des fleurs jaunes avec en cœur noir et également en sceau de Salomon bleu. Pourquoi je vous donne tous ces détails qu'on retrouve également sur ce plat? Parce que sur cette assiette qui, elle, a exactement le même décor, campanule en double, fleurs jaunes, œillets, bleus, enfin, etc., mais qui a 5 lobes, il y a en C pour cornol. Or, sur d'autres assiettes, il y a soit en cette signature, soit qu'on peut lire dans un endroit comme en G ou qu'on peut lire comme en CG. Donc, il y a eu beaucoup de discussions entre Cornol et une autre manufacture qui fait des décors similaires. C'est la manufacture de Claude Gottero, qui a beaucoup voyagé en France, mais qui est notamment dans cette manufacture vers 1760-1770 à Boule, dans les Hauts-de-Saône, que je viens de vous présenter. Comme vous pouvez voir, il y a également en sceau de Salomon, mais il est en camailleux, il n'y a pas de fleurs bleues, et quand il y a des campanules ici striées, elles sont simples et pas doubles. Donc, cette production a été attribuée par Jean Rosen, qui me fait l'honneur de nous écouter, alors que ces assiettes à 6 ou 5 lobes ont été attribuées par Ursule Babet, qui a fait sa thèse sur Cornol en 2016 à la fabrique de Cornol. Tout ceci est assez peu intéressant. On retrouve ici une soupière, elle, faite à Cornol. Il y a une rose et pas un œillet, mais des fleurs jaunes au centre noir. Et puis ce saleron, cette autre soupière avec les campanules par deux, ce plat à barbe et cet écritoire. Donc voilà la production anecdotique de Cornol autour des années 1770. Allons maintenant vers une vraie aventure, quelque chose, je pense, de significatif, non seulement pour la Suisse, mais sur le plan européen, là où les manufactures de Zurich, vous voyez ici 1763-1907. On va regarder surtout la première partie, 1763-1791. Zurich, contrairement à Berne, Fribourg ou Lucerne, est une ville de marchands, de corporations. Ce sont donc des investisseurs qui sont menés par un Johann Conrad Heidegger, qui sera plus tard maire de Zurich et qui a la chance d'avoir pour neveu un homme de génie qui est Salomon Gessner. Salomon Gessner est pour la langue allemande ce que Byron est peut-être pour la langue française. C'est un poète extraordinaire, mais c'est également un peintre. Et ce Heidegger a la chance de l'avoir pour neveu. Il le débauche car sa carrière est à peu près faite à l'âge de 33 ans. Et à 33 ans, il devient le directeur artistique de la manufacture de Zurich. À titre anecdotique, il sera également le créateur de la Neue Zürcher Zeitung, qui est aussi pour la langue allemande ce que est Le Monde pour la langue française, un journal qui est toujours très fortement actif à l'heure actuelle. Donc, ce sont des familles zurichoises, notamment les neveux de cet Heidegger, qui vont financer une aventure en 1763, mais les autres familles qui veulent être proches du pouvoir, Heidegger sera maire, mettent également beaucoup d'argent et vont perdre beaucoup d'argent dans cette manufacture. Alors, cette manufacture, elle est en fait à Kilchberg-Schoren. Ce sont deux tout petits villages qui se trouvent tout près de Zurich, sur la rive gauche du lac, et puis c'est tellement près de Zurich qu'en fait, on va appeler cette manufacture, en tout cas pendant la période 63-91 du XVIIIe siècle, la manufacture de Zurich. Comme on l'a vu à Berne, on débauche Spengler, le directeur de la manufacture Frisching de Berne, pour lancer cette manufacture. Il le fait fort bien, car les premières faïences sont en vente en 1764. Alors, regardons ce qui était produit comme faïence à Zurich au XVIIIe siècle. Une particularité, ce sont ces paysages animés avec des ruines animées. Vous voyez des petits bonhommes à peu près partout, pas toujours, mais à peu près partout, qui sont une particularité due au talent de peintre de Salomon Gessner. On va le retrouver ici sous plusieurs formes. Une assiette dont la forme nous est assez connue, cette assiette dentelée qu'on va également retrouver dans d'autres manufactures, cette assiette calotte ou encore ce plat. Et quand je vous disais que ce plat avait une forme qui rappelle celle de Berne, je vous ai mis ici le plat de Frisching
que nous avons vu tout à l'heure, il est évident que Spengler, quand il est parti de Berne, a emporté avec lui des moules et a utilisé ces moules à Zurich. On le trouve également pour cette soupière de Zurich que je n'ai pas eue en main, de même que la soupière de Frisching, mais qu'on voit notamment avec ces poignées ici tout à fait particulières, qui est sortie du même moule, des moules adaptés de Berne, apportés par Spengler à Zurich, avec toujours ces paysages absolument magnifiques qu'on trouve même sur cette saucière que je vous demande de mettre dans l'œil, car on la trouvera plus tard en faïence. Et puis, il n'y a pas que ces magnifiques paysages qui nécessitent des fois 3, voire 4, même une fois 5 cuissons, mais également avec la même forme de plat que l'on a vu tout à l'heure, en décor en camaïeu gris qu'on retrouve ici sur cette assiette, camaïeu peint avec une assez grande finesse, ou encore sur cette soupière, peut-être pas la même, mais assez proche de celle que l'on a vue tout à l'heure. Alors, on a aussi sur cette soupière, alors qui elle a la même forme qu'on a vu tout à l'heure, un magnifique décor en qualité contournée, ou alors sur cette assiette en qualité fine, avec cette œillet très bien, je trouve très bien réussi. Ou encore cette tulipe que je vous demande également de mémoriser, car on la retrouvera plus tard à Lenzbourg. Et puis, il y a une particularité de Zurich, ce sont ces décors floraux décalés, qui sont seulement sur une partie du bassin, comme ici sur cette assiette, ou sur ce plat, tout à fait avec la même forme qu'on a déjà vu tout à l'heure, mais ici, une présence un petit peu décalée. Je voulais encore mettre cet exemple, car vous vous rappelez le plat de Wieswald sur la forme allemande de Francfort ou de Hanau, et je dis, et c'est un peu la même chose avec ce bouquet décalé sur ce marli en godron qu'on trouve ici. Mais il y a également d'autres formes, comme par exemple cette chope, ou alors cette bouquetière pour lesquelles je remercie Jean Rosen de me l'avoir fait parvenir, enfin, cette paire de bouquetières, très jolie, me semble-t-il, qui me permet de vous montrer la marque Z de Zurich, que tout le monde connaît, ce Z en bleu avec ou sans barre centrale, qu'on retrouve sur des fausses faïences de Zurich. Des fausses faïences de Zurich, car la nostalgie de ces belles faïences était très forte à la fin du 19e siècle, jusque vers les années 1950, pourrais-je dire. Et donc, certains petits malins ont voulu faire du faux Zurich, c'est absolument des faux Zurich, notamment tout en service, ici avec les costumes typiques des cantons suisses, leur nom en allemand, et la marque, soit en noir, soit en bleu, avec ou sans la barre centrale, mais toujours avec 2 points. 2 points, car pour souligner le U umlaut, le U tréma Zurich, mais en fait, c'est faux parce qu'il n'y a jamais 2 points sur les vraies signatures de Zurich. Ces fausses faïences de Zurich ont vraisemblablement été produites à la fin du 19e siècle par la faïencerie de Sainte-Radegonde en Touraine. Voilà pour la faïence de Zurich, mais la particularité de Zurich, c'est que dès ses débuts, la production s'y fait simultanément en porcelaine dure, on va y venir, en porcelaine tendre, en faïence de grand feu et de réverbère, on n'a vu que celle du réverbère pour le moment, mais également en terre cuite et en grès cérame fin et en faïence de type, car ce sont des marchands qui font ça et veulent avoir à leur disposition le plus grand potentiel de clients. Ils font également non seulement des décors peints, mais également des décors imprimés pour essayer de concurrencer ceux qui viennent de l'Angleterre à partir des années 1770 ensuite. Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait en faïence de grand feu à Zurich, par exemple, ce très grand plat à poisson, il mesure 68 cm, avec ce poncif dans arbre japonisant qu'on va retrouver un peu après. Et puis, en faïence de grand feu, on retrouve évidemment, comme à Berne, cette fontaine d'applique, toujours dans le style rococo et toujours dans le moule de Strasbourg. Mais on trouve également de la faïence fine, comme cette corbeille et son présentoir, ou cette assiette, cette fois-ci avec un décor en couleur, où on retrouve le même poncif qui avait été utilisé dans le plat à poisson en technique de grand feu de tout à l'heure, et aussi de la terre cuite
En fait, j'ai pas trouvé grand-chose, mais à titre d'exemple, je vous ai donné ce médaillon de Johannes Gessner, un homme célèbre suisse, un mathématicien suisse alémanique, qui n'a pas de relation directe de famille avec le Salomon Gessner qui nous importe. Et évidemment, en même temps, ou un tout petit peu après le début de la faïence en 1764, arrive la porcelaine de Zurich. Porcelaine que je vais décliner en 3 épisodes, les services de table, les services à thé à café et les figurines. Alors, les services de table sont à cette époque conçus comme en tout, avec non seulement des assiettes, mais tous les ustensiles, enfin toutes les formes possibles et inimaginables. Et un seul service a été réalisé comme tel, c'est ce qu'on appelle le service d'Einsilden. Einsilden, c'est une abbaye catholique dans le canton de Schwyz, un peu plus bas que Zurich, une extraordinaire abbaye rococo que je vous invite à aller découvrir, qui est un des plus beaux joyaux architecturaux de la Suisse, et la ville de Zurich, protestante, sous Zwingli et sous cette emprise protestante, fait un cadeau à l'abbaye d'Einsilden et en cadeau lui fait un magnifique service qu'on appelle le service d'Einsilden qui nous est resté et que vous allez découvrir dans un instant. En dehors de ce seul service complet, les seules assiettes de Zurich en porcelaine sont décorées de porcelaine, sont décorées de paysages, souvent animés, ou de bouquets en fleurs fines. Et puis, il y a les services à thé et à café que l'on va découvrir dans un instant. Alors, voilà le service d'Einsilden. Vous y découvrirez toutes les formes possibles et imaginables. Notamment, c'est surtout de tables de manière extraordinairement décorée. Et également cette corbeille ici dans l'esprit de ce qui se faisait à Vienne à l'époque. Allons voir ce service d'Einsilden un peu plus près. Magnifique soupière, ici en pot à crème ou à moutarde, ces assiettes avec cette forme tout à fait particulière. Assiettes que l'on retrouve d'ailleurs ici avec, non plus dans le service d'Einsilden qu'on a vu maintenant, mais avec des décors de paysage ou avec des décors de paysage sur cette assiette en porcelaine d'une autre forme. Puis on retrouve la même forme avec d'autres décors de fleurs, où on retrouve également des bols, mais assez rares, ou encore ici d'autres décors floraux sur ces assiettes de porcelaine de Zurich. Et puis cette corbeille ajourée dans l'esprit de Vienne dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà pour les services en porcelaine et puis les services à thé et à café en porcelaine. D'abord, les services à thé avec cette forme boule tout à fait particulière et puis ce col de cygne et ce cygne cet oiseau qui ouvre la bouche avec des décors en paysage qu'on connaît maintenant bien. Donc, soit sur la faïence, soit sur la porcelaine. On les a trouvés également sur les assiettes en porcelaine tout à l'heure ou alors ces décors fleuris. Et puis, on fait des services à café et à thé assortis. Je vous inviterai volontiers une fois à la maison. Et puis, ces services à café en porcelaine ont eux-mêmes plusieurs décors. On trouve ici, par exemple, ce papillon et ses fruits. Je vous demande également de mémoriser ce papillon, car on le trouvera après sur Nyon, qui va faire une forte concurrence dans la porcelaine avec Zurich. Ou alors ce décor floral absolument somptueux. Et puis, ce décor de paysage qu'on a retrouvé également sur d'autres assiettes. Dernière partie de la porcelaine, les figurines. Le génie de Salomon Gessner est d'avoir créé également 400 figurines différentes, très en vogue dans la société de la fin du 18e pour décorer les tables à l'esprit des Lumières, pour y mettre en scène à la Rousseau des pêcheurs et d'autres personnes, les saisons, enfin, etc. Voilà quelques exemples de ces magnifiques statuettes ou figurines de porcelaine de Zurich avec cette dame et son chameau, cette joueuse de luth ou ce Bacchus ou encore cette chasseuse, voilà, dans un accoutrement qui est peu à faire avec la chasse, mais qui porte son fusil, qui a son chien, qui a ici attrapé une bécasse, qui a quand même été vendu en 2018 à la maison de vente aux enchères Kohler à Zurich pour 16 000 francs suisses, c'est-à-dire 15 000 euros. Voilà. Et à titre d'exemple, d'autres figurines de gens du peuple, comme cette lavandière, par exemple, qui sont ici en porcelaine tendre.
Zurich va va être en faillite en 1791 pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme vous avez pu le voir, le style est rococo. Or, le style de l'époque n'est plus au rococo, mais il est au Louis XVI ou au style empire, pour prendre une formule française. Entre autres, il faut la concurrence de Wedgwood est très importante. La concurrence de Nyon devient également importante. Nyon, qui est un bailliage bernois à cette époque, c'est-à-dire les Bernois attaquent, les patriciens bernois attaquent les marchands zurichois avec leur porcelaine. Et puis, le maire, le créateur de la manufacture Heidegger meurt en 78, Gessner en 88, Spengler, le directeur technique en 90, et Usteri, le neveu de la femme de Heidegger, le plus grand créancier aussi, c'est la faillite, et ça se termine en 1791. Donc, à partir de 1791, il n'y a plus de porcelaine à Zurich. En 1792, Matthias Nechacher va racheter cette manufacture. On voit ici l'acte de vente effectif au 9 mai 1793 et va poursuivre la fabrication de faïence fine et de faïence jusqu'en 1802. On ne sait pas ce qu'il fait, il n'y a pas de marque attribuée. Puis, il va faire faillite. En 1802, ça va être repris par Negeli. Et Negeli va faire encore de la faïence fine, peut-être pendant 2 ans, on ne sait pas très bien. Et va continuer avec la faïence jusqu'en 1858, va faire faillite, va être repris par Staub. Il y aura juste un slide jusqu'en 1907. Donc, la fabrique a commencé ici en 1763 et se terminera en 1907 dans le même lieu de Schoren-Kilchberg qu'on a appelé Zurich entre 1763 et 1791, mais que les amateurs appelleront pour la faïence du 19e siècle la faïence de Schoren. Donc, quand on parle de la céramique de Zurich, c'est celle du 18e siècle. Quand on parle de la faïence de Schoren, c'est en fait la même fabrique, le même lieu, mais c'est de la faïence du 19e siècle. Dans ce petit endroit des 3 villages, parce qu'on a parlé de Kilchberg, de Schoren, il y a encore une tout petit village à côté qui s'appelle Rüschlikon, donc c'est un tout petit triangle qui fait peut-être 2 km de côté. Il n'y aura pas moins de 4 fabriques dont on ne connaît pas exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des choses tout à fait particulières. Donc, je vais développer Negeli et puis Scheller, les 2 plus importantes de la première moitié du 19e siècle. Je vais passer sous silence Jacob Fair et les frères Abegg, donc vous avez les dates des manufactures ici, car on ne sait pas ce qu'ils ont fait Comme je vous ai dit tout à l'heure, dès 1804, il n'y a plus de production de faïence fine à Zurich. Pourquoi? Car dans le sud-ouest de l'Allemagne, d'importantes manufactures à Zellheim, Hammersbach, Hornberg et Schramberg bénéficient d'une sorte de monopole et envahissent la Suisse alémanique de leur faïence fine. Il n'y a pas de place pour des productions propres en Suisse alémanique de faïence fine pendant, je dirais, de 1800 à 1840 environ. On verra que dès 1840, dans les 29 années de sa fin, Scheller fera de la faïence fine comme Schramberg, contrairement à la Suisse romande où il y aura de la faïence fine. Alors, voyons un petit peu ce que fait Negeli. Il fait ce décor avec ses fleurs, on voit ici, mais il fait au tout début encore peut-être un peu de faïence fine, ici une cafetière qui ressemble à celle de faïence ici, mais c'est anecdotique. Quand on parle de la faïence de Schoren, donc notamment de Negeli, on parle de ce type de faïence avec ses décors à fleurs, tout à fait typiques. Ici, 2 assiettes de formes différentes et ce plat à barbe daté de 1836. On parle également des cafetières ici ou des pots à lait qui sont absolument typiques de la production de Negeli, ou ces théières qui, elles, alors, ne sont plus des théières rondes comme était fait à Kilchberg, mais des théières qui sont plus Biedermeier ou enfin litron ou circulaires ou
tubulaires, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Pour ces cafetières et ces théières, il faut évidemment des tasses et des sous-tasses. Donc, vous avez quelques exemples ici et des sucriers. Donc, vous avez deux exemples ici. Celui-là, je trouve suffisamment beau pour en faire le titre de cette conférence. Ou alors des bols à café. Des bols à café. Ici à droite, le bol à café du docteur Zuber-Buhler en 1823 et la cafetière qui a été utilisée. Merci à mon ami Andreas Liège des Grisons de m'avoir fourni cette cafetière. Danke, Andreas, für dein Hinweis. Et puis, il y a également des soupières. C'est peut-être les plus grandes productions de Nägeli. Des soupières qui sont extrêmement, avec toujours des dictons. On les a vu que c'était un thème bernois, mais il continue dans la première partie du 19e siècle. Donc voilà les soupières de Nägeli, également ces vases trompettes datés de 1837 ou 1839. Et celui-là, assez intéressant, car il est marqué Schoren. On voit donc une vue depuis le lac avec une maison patricienne. Et puis, au fond, une fabrique avec une cheminée. Voilà. Et puis, ils vont aussi faire des écritoires. Regardez un petit peu comme ils sont, avec simplement une accolade sur le devant et des 4 petits pieds ronds. On va en retrouver d'autres exemples à Matzendorf tout à l'heure. Vers 1840, chez Nägeli, la finesse du décor, de ce décor floral que je viens de vous montrer, va diminuer. On va vers des choses beaucoup plus simples et on lance surtout une faïence de fond bleu, dont vous avez quelques exemples ici, et également une faïence de fond jaune, qui est beaucoup plus rare et dont malheureusement je n'ai pas d'exemple à vous montrer. Mais on retrouve ici exactement la forme des soupières de Nägeli que je viens de vous montrer. Puis dans cette veine populaire, on fait aussi des choses moins sophistiquées, comme un bol à oreille, qu'on reprend des poteries bernoises ou cette assiette vers les années 1840. Puis, faillite de Nägeli reprise par Staub de 1856 à 1907. Il fera que des pots de fleurs, des canalisations et puis quelques faïences utilitaires, toujours recouvertes d'une glaçure au violet de manganèse. Je terminerai avec cette fontaine murale que vous connaissez par cœur et qui était reprise également par Staub. Un mot sur l'autre faïencerie, une des 4 donc de Kilchberg-Schoren, qui est la faïencerie Scheller, qu'on connaît assez bien parce qu'on a son catalogue d'échantillons. Alors Scheller fait également des soupières. À titre d'exemple, voilà 2 soupières de Scheller. Je vous avais parlé dans fond jaune chez Nägeli, en voilà une chez Scheller. Celle-là, je trouve assez réussie. Et avec un décor en général beaucoup plus grossier chez Scheller que chez Nägeli. On voit ici, cela est encore assez bien réussi, mais ici, en bol, une assiette et puis une soupière de chez Nägeli avec ces grosses fleurs rouges que personnellement, je n'aime pas beaucoup. Puis comme je vous l'ai dit, à partir de 1840 environ, Scheller essaye de battre en brèche le monopole des faïenceries fines du sud de l'Allemagne et fait de la faïence fine avec des décors imprimés pour essayer également de concurrencer également évidemment les faïences fines anglaises. Alors ici, trois types d'assiettes ou des pièces de forme tout à fait dans le goût de la manufacture de faïence fine de Schramberg. Exit Scheller, exit Zurich et allons à Lenzbourg pour regarder ce qui se passait à cette époque, ou un peu avant, en 1763. Lenzbourg est actuellement dans un grand canton dit d'Argovie, mais était à l'époque, à l'instar du canton de Vaud, un bailliage bernois. Donc on se trouve à Lenzbourg dans une possession bernoise, avec des patriciens bernois qui demandent d'avoir de la belle manufacture, de la belle faïence. Opportunité que la famille Hühner-Wadel ne va pas laisser passer. Marcus Hühner-Wadel, en 1763, va fonder avec ses deniers une manufacture de faïence. C'est un homme d'affaires d'une riche famille, actif dans le coton. Il crée une fabrique d'indienne en 1732. Lui-même importe de la faïence de Kunersberg à Memmingen en Souabe, tout à fait au sud de l'Allemagne, à 250 km de Lenzbourg. Il ne connaît rien à la faïence, donc il va inviter des professionnels. On ne sait pas vraiment qui. On sait qu'il y a un Adam Heinrich Klug, formé à Bayreuth, qui va y travailler, un Nicolas Ott de Lorraine en tourneur, mais sinon on ne sait pas grand-chose de cette faïencerie qui va ne durer que 3 ans. On a trouvé une marque marquée Borsolen M pour
porcelaine M, porcelaine manufacture, mais on sait qu'il n'a jamais fait de porcelaine, il est absolument certain qu'il a fait de la faïence. On va trouver également une marque Lenzbourg avec une assiette caractéristique à 4 lobes, dit la littérature. Moi, je trouve que cette assiette, elle ressemble fortement à d'autres assiettes. Je vous en montrer un exemple tout à l'heure. Et puis en style floral ou en couleur, dominé par des très grands bouquets, des émaux très épais sur tout le verre et des couleurs souvent saturées. 3 ans de Hunor Vadel, puis la fin en 1766. On attend 8 ans, et 8 ans après, en 1774, arrive Jacob Frey, ou Jacob Frey, je ne sais pas comment je vais le prononcer, disons Jacob Frey, je vais le prononcer à la française, qui lui n'est pas un entrepreneur, qui lui est un véritable céramiste, un véritable faïencier. Il a fait son tour de compagnonnage en Angleterre, en Hollande, à Montbéliard. Il arrive avec toutes ses connaissances et il va fonder à Lenzbourg, reprendre en fait la manufacture de Hunor Vadel, reprendre ses moules, reprendre sa marque LB et il va essayer de diversifier en faisant également quelques faïences fines en 1792, mais il va surtout gagner sa vie comme fabricant de poêles. Mais en parallèle, il va quand même avoir une production de céramique de table assez importante, avec un style difficilement différenciable, mais qu'on peut reconnaître notamment avec un rouge très particulier et une richesse et une luminosité des décors que je vais essayer de vous montrer ici. On commence tout d'abord par Hunor Vadel. Alors voilà cette fameuse assiette de Hunor Vadel qui est au musée de l'Ariana à Genève, mais elle n'est pas en ligne. Alors j'ai pas eu le temps de leur demander une photo. J'ai trouvé ça sur une documentation. La photo n'est pas très bonne, mais on voit ces gros couleurs assez saturées. Cette assiette dont on dit qu'elle est particulière, mais qui me fait penser, quant à moi, à la forme de l'assiette de Frisching qu'on a déjà vue et de celle de Beromünster, le coton du Simple, qu'on va voir dans un instant. Il fait également cette forme de plat qui est, on voit effectivement des couleurs très saturées, mais qui pour moi est une magnifique, une richesse extraordinaire. J'aimerais tellement avoir ce pas qui est au Musée national suisse. Et voilà un exemple le plus frappant de la qualité de ce que Hunor Vadel a pu faire aux ouvriers qu'il a engagés. On passe maintenant chez Frey. Chez Frey, il garde le même décor, la même forme de plat, c'est la même forme de plat que celui qu'on a vu tout à l'heure ici chez Hunor Vadel, c'est la même forme. Et il utilise un décor qui monte sur le marli et sur l'aile, cette magnifique tulipe. Il fait rappeler, moi, la tulipe qu'on a vue sur les faïences de Zurich, que vous vous rappelez peut-être tout à l'heure, et ce rouge tout à fait particulier, ce rouge qu'on trouve ici également sur cette très belle soupière couverte, marquée du LB de Lenzbourg et qui est au musée de la céramique et de l'ivoire à la ville de Commercy dans le département de la Meuse, est une photo que je dois à Jean Rosen. Merci Jean pour cette illustration que je ne connaissais pas. On revient à cette couleur de rouge tout à fait particulier sur cette fontaine d'applique. Vous regardez ici la prise du couvercle avec ces deux poissons absolument magnifiques. Ici, un élément qui n'a rien à faire dans la céramique de table parce que c'est en fait de poêle, mais je pensais que ces couleurs de Frey étaient bien illustrées par ce fait de poêle ou alors peut-être également par cette assiette qui est attribuée à Frey de manière incertaine et qui se trouve à l'Ariana. Dans ce qui est incertain pour Lenzbourg, il y a également éventuellement cette veilleuse qui a été attribuée à Lenzbourg par la Galerie de Chartres en 2010, estimation 350 à 500 € que ai également reçu de Jean Rosen. Voilà deux attributions incertaines. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a, vers la fin de la production de Frey, donc ici qui arrête en 1798 sa production à Lenzbourg, une couleur de faïence qui devient de plus en plus jaune, de plus en plus beige, même tirant sur le brun. On en a un premier exemple, on reconnaît la couleur typique de Frey, mais on en a un premier exemple ici avec cette soupière, puis alors un exemple tout à fait frappant avec ce fond brun clair ou beige sur ce pot. On reconnaît ce style flamboyant à la fois dans les couleurs et dans la forme de Frey, mais surtout ce brun clair qui va nous guider vers une autre petite faïencerie anecdotique qui est celle de Crémine. Crémine qui est ici, qui est dans le canton de Berne, qui est une toute petite faïencerie
qui a été créé en 1748, mais de 1748 à 1800 à peu près, on ne sait pas ce qui a été fait. Ce qu'on sait, c'est qu'on a une assiette de crémine ici. Qu'est-ce que vous retrouvez derrière? Cette couleur de faïence un peu beige, cette tulipe à la Fray. C'est pas étonnant, parce que vers cette époque, la sœur de Jacob Fray, Susanna Fray, a épousé un potier qui s'appelle Jean-Henri Gossin, qui dirige la manufacture de crémine à cette époque, et qui la dirige avec deux employés, en tout cas, qui sont Marcus Fray et Gottlieb Fray, les propres fils de Jacob Fray. Est-ce que cette assiette a été faite par Jacob Fray, par ses fils, par sa sœur ou peinte par sa sœur, que sais-je, mais l'emprise de Fray est tout à fait particulière. On sait qu'elle a été faite à Crémine parce qu'elle porte ici sur son dos le nom Crémine. On connaît encore, ou je connais encore seulement cet exemple de tasse de Crémine. Donc voilà, anecdotique à Crémine. Mais on va passer maintenant de Crémine, qui est ici juste à côté, mais en changeant de canton, on va aller dans le canton catholique de Soleure et dans les prémices du Jura, à un petit village qui s'appelle Matzendorf, où on va retrouver Jacob Fray. À Matzendorf, il y a un industriel, un homme politique qui s'appelle Ludwig von Roll, qui va être connu de tous les Suisses, qui arrive à faire une carrière dans la métallurgie absolument remarquable, qui a découvert en gisement et qui décide de créer en 1798 une manufacture de faïence fine et de faïence. Pour ce faire, il fait appel à Jacob Fray, qui vient de faire faillite à Lenzbourg et qui lui demande de lancer cette manufacture à Matzendorf. On appelle Matzendorf et Dormansdorf, comme je vous l'ai dit, c'est deux très petits villages qui se trouvent l'un à côté de l'autre, un peu comme Heimberg, Steffisburg, qu'on a vu la semaine dernière dans le canton de Berne. En fait, il est apparu que ça commençait à Matzendorf, qu'en fait, c'était sur le territoire des Dormansdorf. Donc, en fait, on ne sait pas très bien. Dans le langage courant, on appellera seulement Matzendorf, de même qu'on appelle que Heimberg pour Heimberg-Steffisburg. Donc, à Matzendorf, Jacob Fray commence à lancer en 1798 et 1799 la manufacture. On lui demande de faire de la manufacture de faïence fine, et on sait que ce n'est pas sa tasse de thé. Il faisait des poêles et de la faïence, mais il le fait, il transmet les secrets de fabrication à l'associé de von Roll qui s'appelle Egenschwiller, mais il n'est pas payé par von Roll, donc il quitte et von Roll engage François Contre, en fait Franz Comte de Sarreguemines, pour pour continuer le travail de von Roll. Alors, qu'est-ce qu'a fait von Roll? On n'en sait pas très bien, mais vraisemblablement, ces deux potiches marquées von Roll et Matzendorf en faïence fine, peut-être cette faïence au plus. Puis, François Contre fait ce que vous voyez ici en 1812, une assiette, une écritoire, une terrine qui rappelle effectivement, on est dans la même mode, celle de Negeli, mais ici en faïence fine, et ici en faïence, une assiette tout à fait particulière, une soupière tout à fait particulière, en sucrier, et puis une écritoire en faïence de François Contre. Malheureusement, François Comte, la situation est désespérée et donc, en plus, von Roll achète des forges. Je vous ai dit que ce serait un métallurgiste tout à fait réputé en Suisse. Et alors, il confie en 1812 l'activité à un potier local qui s'appelle Ursmeister, qui va continuer le travail de Comte de 1812 à 1827. Avec de la faïence fine et avec de la faïence. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà ce qu'il a fait en faïence fine, en tout cas jusqu'en 1820, peut-être jusqu'en 1827. Ici, vous avez 1812, 1815, 1818 et 1820, plat à barbe, en bol à oreille, en bougeoir et ce plat. Et puis, il fait également des faïences, on voit ici, datées de 1812 et de 1825. Von Roll fait faillite en 1829, 2 ans avant la situation est catastrophique. C'est un conglomérat de 7 personnes dirigé par un Ludwig Meister, qui n'a pas de parenté directe avec le Ursmeister, qui va reprendre la manufacture de Matzendorf et qui va lui donner ses véritables lettres de noblesse. Et on aura de 1827
à 1869, puis après avec son fils jusqu'en 1876, la véritable grande période de Matzendorf, avec deux étapes particulières. Une étape qu'on appelle le décor bernois et l'autre étape qu'on appelle la famille bleue. Pourquoi le décor bernois? C'est toute une histoire, mais en résumé, la faïence, car il n'y a plus de faïence fine à partir de cette époque de 1827 à Matzendorf, la faïence de Matzendorf sera principalement vendue dans le canton de Berne, là où il y a la richesse. Donc, ces faïences de Matzendorf vendues dans le canton de Berne vont être appelées le décor bernois. Et puis, dès 1840-1845, ce décor bernois va se simplifier, à l'instar des autres manufactures, et devenir une famille bleue, c'est-à-dire en fait un décor qui va tirer sur le bleu, comme on a vu à Heimberg ou avec David Anderes vers les années 1850-1860, le bleu prend une part prédominante. Alors, regardons un petit peu ce qui a été fait. Voilà ici le décor bernois, c'est très proche de ce qu'on trouve à Negeli. Pendant des années, on a pensé que la production de Negeli était en fait la production de Matzendorf. On pensait que c'est Negeli. Pour Matzendorf, rappelez-vous qu'il y a quelque chose qui est particulier, c'est la double rose. Double rose qu'on voit sur ces plats à barbe qui ne sont pas les mêmes que ceux de Negeli, qui ont un bord qui est ondulé. Et on trouve la double rose ici ou la double rose ici. Jusque dans les années 1850, ici celui-là daté de 1844. On trouve aussi ces assiettes typiques de Matzendorf avec ce décor en fleurs ici, ou ces pots, ces tasses à oreilles ici de 1836-1837, ou tout à la fin de 1850, les dernières tasses à oreilles du décor bernois, il n'y a plus qu'une rose, comme vous pouvez le voir ici. Donc, dans les années 1845-1850, il y a une transition du décor bernois, la double rose, vers la famille bleue, avec également la double rose, et ici un écritoire de la famille bleue. Vous voyez ici que ce petit bord n'est pas le même qu'à Zurich, qu'il a 3 pieds carrés, non pas 4 comme à Zurich. Alors, voilà des exemples de famille bleue. Le bleu prend, ici daté de 1863, 1875 même pour ce sucrier, des écritoires de la famille bleue, des plats à barbe de la famille bleue, 1865, 1867, des assiettes qui tirent vers le bleu, les dernières productions en 1878. Et puis, également une transition ici encore que je veux vous montrer, vers 1850, cette théière encore de décor bernois, puis vers 1865, on est déjà dans la faïence bleue. Et à partir de 1840, on fait non seulement de la faïence de la famille bleue, mais on fait aussi ce que j'ai toujours appelé des faïences utilitaires, ici en blanc ou recouvertes de manganèse de 1845 jusqu'en 1879. Le reste de Matzendorf est une autre histoire. On va terminer la dernière faïencerie du XVIIIe siècle à Beromünster. Beromünster, c'est un cas particulier, car c'est la seule faïencerie connue du canton de Lucerne, canton quasi fondateur de la Suisse, canton avec des familles patriciennes, à l'instar du canton catholique de Fribourg. Et à Beromünster, c'est l'œuvre d'un homme, comme c'est l'œuvre de Frey à Lenzbourg, c'est Andreas Dolder. Andreas Dolder est né à Senon, préfecture de Lunévin en Lorraine, fils de son père, évidemment, qui est un employé vinicole qui est, lui, originaire de cette ville de Beromünster. Il se forme comme peintre sur faïence à Rambervillers, à Lunéville, à Strasbourg, à Hanau. Il a travaillé dans la faïencerie de Niederwiller et en 1769, donc à l'âge de 26 ans, il retourne à Beromünster pour renouveler sa bourgeoisie. Car vous savez tous qu'en Suisse, on n'est pas suisse, on est issu bourgeois d'une commune qui elle-même fait partie de la Suisse et qu'il faut se présenter
vivant devant les autorités de cette commune pour qu'on renouvelle son passeport suisse. C'est toujours le cas d'ailleurs actuellement. Donc il vient là et puis il décide, comme il n'y a pas de faïencerie, d'utiliser ses connaissances et de fonder une faïencerie en 1769. 2 ans plus tard, il se marie avec Ferena Ebi, et qui est, elle, de Lucerne. Lucerne, c'est donc chef-lieu du canton, qui est à 25 km au sud de Beromünster, et il y fonde une 2e faïence dans cette ville. Donc, il y a ces 2 faïenceries. Tout ce qu'on connaît de Dolder est en fait ses premières années, de 1770 à 1780. Il décédera en 1823. Son fils Ludwig reprend ses faïenceries jusqu'en 1847, date de la fin. Tout ce qui se fait entre 1780 et 1847, on ne connaît rien. Mais ce qui se fait entre 1770 et 1780, c'est joli. Je trouve que c'est une des plus belles faïenceries de Suisse. Voilà les exemples. Quelques exemples de la faïencerie de Beromünster avec ses 3 bouquets importants sur l'aile, ce bouquet décalé ici dans une forme d'assiette qui, n'est-ce pas, nous rappelle celle de Frisching. Et puis la même forme avec un autre bouquet aussi, toujours en faïencerie, qui est très riche et très beau. Cette assiette dont on a trouvé une forme semblable à Zurich, n'est-ce pas, avec ce bouquet aussi décalé. Ce sucrier un peu plus simple, avec ici une qualité contournée, mais cette magnifique chocolatière avec ses pieds ronds qu'on retrouvera ici d'ailleurs sur cette cafetière absolument splendide, ces bouquets très riches, cet œillet qui s'envole comme ça, ce fretel très, très joli ici, ou alors ce chef-d'œuvre absolu, cette soupière avec ses pieds ronds qui sont en fait des pieds chou-fleurs, ce fretel de légumes avec cette carotte, ces décors de bouquets avec toujours un bouquet, une fleur qui s'échappe du bouquet comme ici ou comme là. Voilà le travail de Andreas Dolder, qui fait des formes également un peu plus simples comme cette chope, on a déjà vu cette forme à Zurich, mais ici avec une anse en forme de rameau, comme également la veuve Perrin faisait pour certaines de ses tasses. Et puis, il travaille évidemment pour les familles patriciennes lucernoises. On trouve ici un nécessaire de toilette en plat barbe avec les armoiries de la famille patricienne de Lucerne, Meyer von Schauensee, qu'on retrouve sur cette boule à savon, forme qu'on a déjà vue à Fribourg, n'est-ce pas, avec les armoiries des de Disbach, mais ici avec les armoiries toujours de Meyer von Schauensee, et ce décor de fleurs qui couvre toute cette boule à savon absolument magnifique. 2 autres formes à titre anecdotique, ce corps de veilleuse et cette aiguillère pour terminer à Beromünster. Et on va terminer avec Nyon et Carouge. Alors, Nyon, comme vous le savez bien, on est maintenant à Nyon dans un bailliage bernois, mais les Bernois veulent faire concurrence à Zurich et acceptent de lancer plusieurs faïenceries. Tout d'abord, celle de Moïse de Bellon. On a vu que Moïse de Bellon est le fils de Moïse en Bellon, le créateur de la faïencerie en 1734 à Lausanne. Il a travaillé chez son père depuis 1760 à 1773. Il ira au Paquis à Genève, vous avez vu ça, de 1775 à 1779. À 1779, il va créer une faïencerie à Nyon. On ne sait pas ce qu'il a produit. Peut-être ces choses-là, ou encore peut-être celle-là. Il décède en 1793, c'est son épouse, qui est Sophie Bellon-Dap, qui reprend ça jusqu'en 1814, puis son beau-fils, Georges-Michel de Niedermayer, au nom de son épouse. Lui, il ne connaît rien, et il fait venir Jean-Pierre Mühlhauser. Jean-Pierre Mühlhauser, on ne l'a pas connu directement, mais on a connu son père, Jean-Adam Mühlhauser, qui était le dépositaire au Paquis des porcelaines de la 2e manufacture de Nyon qui va nous occuper dans un instant. Jean-Pierre Mühlhauser décorait cette étampe peinte sur porcelaine qui a eu un atelier au Paquis de 1805 à 1818. Et en 1818, il vient reprendre la faïencerie de Bellon décédé et il fait ces choses-là.
Niedermeyer, mort en 1829, ça prend 2 ans à sa veuve à vendre les bâtiments. Ils sont finalement rachetés en 1831 par un jeune bois qui s'appelle Foll Lujon. On croit qu'il n'a rien fait, il n'existe quasi rien. On croit qu'il a simplement pendant 10 ans vendu la production surabondante de cette première faïencerie, pas très intéressante. On trouve ici en Foll. Donc voilà pour la première faïencerie de Nyon, pas extrêmement intéressante, si ce n'est qu'elle fait apparaître des bellons. En revanche, la deuxième manufacture qui débute 2 ans après celle de Moïse de Bellon, est celle de Dortu. Il arrive en 1781 avec son beau-père, Ferdinand Müller, qui dit qu'il a fait de la porcelaine en Russie et au Danemark, qui en 1786 a essayé en l'absence de Dortu, de créer une manufacture de porcelaine ou de transvaser Nyon au Pâquis, qui s'est fait attraper, qui s'est fait déchoir de ses droits. Un homme pas très intéressant. Mais en revanche, Dortu, lui, est très intéressant. Sa famille est originaire de Champagne, de confession protestante. Au la révocation de l'édit de Nantes, il vient à Berlin. Il y naît en 1749. Il fait son apprentissage à la Manufacture royale de porcelaine entre 1764 et 67. Il est engagé par Gaspard Robert à Marseille pour mettre sur pied sa production de porcelaine entre 1773 et 1777. Et maintenant, en 1781, il est à Nyon. Et il voit tout de suite que la porcelaine à Nyon, à l'instar de celle de Zurich, ça ne marchera pas. Il faut que les autorités bernoises apportent des capitaux et des capitaux et des capitaux pour tenir la production de porcelaine de Nyon, qui est exceptionnelle. Et il met longtemps à diversifier sa production, contrairement à Zurich. Il va finalement faire du greffin rouge, qui va appeler de la terre étrusque, on va voir ça tout à l'heure, qu'en 1807, et de la terre de pipe ou de la faïence fine de 1807 à 1813, mais ça ne suffit pas. En 1813, c'est la faillite. Donc, 32 ans de production de porcelaine à Nyon, 8 propriétaires investisseurs, dont vous avez la liste ici, qui chaque an perdent des plumes financières dans cette manufacture de porcelaine, mais un seul et unique directeur, Jacob Dortu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Des merveilles. Voilà les premières années, de 1781 à 1785. On trouve déjà cette théière ronde qui rappelle un peu ce qu'il aurait pu faire chez Gaspard Robert à Marseille. Mais on trouve déjà une forme qui n'est plus baroque, contrairement à Zurich qui était resté à la forme baroque. Et puis, sous cette signature du poisson de Nyon, on voit des décors somptueux. Je vais peut-être parler un peu moins, vous laisser admirer des décors des premières années. Après les 5 années suivantes, voilà d'autres exemples avec cette théière toujours de même forme, mais absolument magnifique, et beaucoup d'or et de couleurs. C'est peut-être un sujet de colloque, que sais-je. Il n'y a pas toujours eu de l'or sur tous les services de Nyon. Il y a des services, les services les plus fastueux ont une décoration en or, mais on décline tous ces services avec une production sans or. Et il y a donc des mêmes services avec peut-être que des personnages ou que des petites fleurs comme ça, sans or, pour les vendre meilleur marché. Mais ceux qu'on voit ici sont magnifiques, avec ce décor de barbeau à la parisienne, mais qui sera l'emblème de Nyon, ou ce pot pourri avec ce paysage, ce décor de chasse absolument magnifique. Pardon, je reviens une seconde pour vous dire qu'il fait également des paysages à la Salomon Gessner, à la Zurich. Ça existe aussi à Nyon, décor de barbeau en camailleux bleu, ou alors cette théière avec des images du peintre Freudenberger, ou alors ici ce magnifique pot à oignon avec un camailleux Bordeaux. Après 1795, on s'oriente vers le style un peu plus empire, et il y a tout un service dit au papillon. Rappelez-vous ce papillon qui a été fait à Zurich. Un peu plus tard,
On pourrait dire que Dortu le ship à Zurich et fait lui-même un service aux papillons, qui est pour moi une des plus belles créations de Nyon. Et puis, après 1785, on trouve ici encore quelques exemples de ce style, alors tout à fait empire, avec ce faisceau d'instruments de musique, par exemple, ici, ou ce camailleux en manganèse absolument extraordinaire pour Nyon. Excusez-moi, je suis un peu superlatif, mais j'aime cette porcelaine de Nyon. Je ne suis pas très porcelaine, mais cette porcelaine de Nyon, je la trouve magnifique. Petit rappel pour vous dire qu'à Nyon, on a également fait des figurines. 2 exemples ici. Elles sont beaucoup moins belles, ou bien moins belles que celles de Zurich, mais elles existent aussi. Ou alors des surtout de table, ici en biscuit, peut-être assez réussi. En mots pour vous dire aussi que l'engouement pour les porcelaines de Nyon était tel entre 1880 pour les porcelaines de Nyon de la fin du XVIIIe siècle était telle vers 1880 jusqu'en 1980 que de très nombreux porcelainiers ont fait du faux Nyon avec des vraies marques de Nyon on ne peut plus vraies, des paysages de châteaux de Chillon on ne peut plus vrais, mais qui sont en fait du faux Nyon. En mots encore, pour vous dire qu'à partir de 1980 jusqu'en 2020, la valeur marchande des porcelaines de Nyon, à l'instar de celle de Meissen et de Zurich d'ailleurs, un peu moins pour Zurich, mais quand même, ont perdu à peu près 90% de leur valeur. C'est-à-dire que le prix en 2020 de la porcelaine de Nyon, en tout cas pour les exemples qui ne sont pas exceptionnels, n'est que 10% de ce que ça coûtait en 1980. Comme je vous l'ai dit, Dortu diversifie sa production, ne fait outre la porcelaine qui durera donc jusqu'en 1813, il fait d'autres choses à partir de 1807. Il fait des grès cérame fin, du grès fin, ici des copies de Wedgwood. Il ne signe pas avec le poisson, mais avec une marque estampée. Il appelle ça de la terre étrusque parce qu'il utilise des motifs dits étrusques, mais qui sont maintenant, on sait qu'il est grec. Puis, il fait de la faïence fine en décor imprimé, dont on voit ici quelques exemples ou d'autres exemples, de temps en temps assez sophistiqués, avec ici cette grappe de raisin et ses bris. Est-ce un rappel de Winterthur? Je ne crois pas. Simplement, Nyon n'est pas très loin des vignobles. Puis, c'est la faillite. C'est racheté en fait par De la Fléchère et Bonnard. C'est Bonnard qui va continuer à faire des choses beaucoup plus simples en essayant de survivre, mais il n'y arrive pas bien. Donc c'est Robillard qui va reprendre. Et Robillard, il n'y arrive pas si mal, à tel point que Robillard Agnon va créer une manufacture de faïence fine dans le hameau de Jussy en Haute-Savoie. C'est juste en face de Nyon, de l'autre côté du lac, une manufacture de faïence fine en Haute-Savoie qui durera de 1824 à 1848 dans le duché de Savoie. C'est pas la France à cette époque-là. Et puis, voilà ce qu'il a fait. Pas très intéressant à titre anecdotique. Voilà encore des exemples de Robillard jusqu'en 1833. Mais en 1833, c'est De la Fléchère qui reprend cette manufacture de faïence fine. Il fait le sceau estampé Nyon. Il se sent lui-même pousser des ailes. Il va créer une seconde manufacture sur sol français à Casamène, en quartier industriel des faubourgs de Besançon dans le Doubs, et qui va durer en fait que 3 ans avant de faire tout à fait autre chose. Voilà ce que fait De la Fléchère, des décors imprimés, quelques décors peints qui sont pas très réussis quand on verra ceux de Bellon à Carouge. Carouge, on y arrive, ce sera la fin de cet exposé trop long, je vous prie de m'en excuser. Carouge, il y a, à l'instar de Nyon, 2 manufactures. Carouge est française après l'invasion napoléonienne en 1802, et c'est un commissaire des guerres napoléonien qui s'appelle Herpin qui va fonder une faïence, mais il n'y connaît rien, et il fait appel à Abraham Bellon, fils cadet de Moïse Bellon de Nyon. Cet Abraham Bellon va y travailler entre 1802 et 1812, car en 1811, il épouse une riche fille qui lui donne suffisamment d'argent pour créer sa propre manufacture. Ce sera donc la 2e manufacture de Carouge. Quand il part, Herpin demande à Dortu, qui a fait faillite à Nyon, de venir. Dortu, il va travailler de 64 ans en 1813 jusqu'en 1819. À sa mort, c'est son fils, le 3e de ses 8 enfants, qui reprendra
cette manufacture jusqu'en 1824, donc pendant 5 ans, avant qu'il parte, grâce à l'autorisation du duc de Savoie à Turin, dans la manufacture Rossetti. Je ne sais absolument pas ce qu'a fait Frédéric Dortu. En revanche, Jacob Dortu fait à Carouge ce qu'il a fait à Nyon. On retrouve ici les vrilles et les raisins. En plus riche, on voit que Herpin avait plus d'argent. Voilà ce qu'il fait également avec le drapeau de Genève ou le décor de Barbeau ou encore des assiettes de décor imprimé. Ici, le Panthéon, ici, le tombeau de Rousseau à Ermenonville. Fin de Dortu, arrivée de Bellon dans sa propre manufacture. Et qu'est-ce qu'il fait, Bellon? Abraham Bellon, il fait ça. Également avec ce même décor de Dortu, ici c'est Évry, Dortu avec lequel il envisage d'ailleurs de travailler ensemble. Il fait également ces magnifiques décors imprimés, avec toujours ce décor de pampres de vigne aux alentours. On voit qu'Abraham Bellon il a du cachet mieux que son père. Il fait également, évidemment, de la faïence fine non décorée. Et puis, quelques petites autres choses, notamment cette tasse à oreille, en reprenant les termes des formes des poteries bernoises ou ce décor de Camaïeu. Décor de Camaïeu qu'on va d'ailleurs retrouver chez son fils Antoine-Louis Bellon, pour moi le plus grand des Bellons. Antoine-Louis Bellon reprend la fabrique de son père à son décès et fait de la faïence fine peinte à la main, soit en décor de camaïeu bleu, soit en décor de camaïeu violet. À savoir qu'il a laissé un carnet technique qui a été analysé par Marino Maggetti, le professeur de Fribourg, et qui est disponible sur Academia. Très intéressant où il développe tous les problèmes qu'il a pour faire tenir ce bleu ici. On trouve ici tout un service d'Antoine-Louis Bellon dans les années 1830, en autre dans les mêmes années ici en camaïeu violet. Mais il fait également de la faïence fine imprimée ici avec le château Saint-Ange, la ville de Coire ou Grison, et puis Guillaume Tell qui tire sur la pomme de son fils, ou encore ses services différents toujours en faïence fine, ou alors il essaie de concurrencer Wedgwood avec ses décors très chargés à la Wedgwood, et il produit également quelques décors de forme, comme vous pouvez voir ici avec ce porte-montre, cette veilleuse ou cette commode, ou encore alors on peut dire exactement du Wedgwood. Fin de ce voyage à travers la céramique suisse. Je vous remercie de votre attention. Comme je vous l'ai dit, il y a encore beaucoup plus que mes propos déjà trop longs, et je vous prie d'en m'en excuser, dans le PowerPoint qui sera en ligne sur le site de l'ASC, et également le PowerPoint. Je disais que sur la présentation complète qui sera également en ligne, vous allez y trouver un glossaire des termes, des outils et des décors propres aux céramiques suisses, quelques lieux de poterie à Berne ou ailleurs que je n'ai pas traités car ils sont moins importants que les 4 que j'ai traités la semaine dernière, les majoliques de Thun, chapitre extrêmement important des poteries bernoises qui suit l'aventure de Heimberg, la fin de Nyon, la fin de Carouge et la fin de Matzendorf, vous connaissez ça par cœur maintenant, la porcelaine de Langenthal qui existe dès 1906 et une quinzaine de céramistes du XXe siècle. L'horloge qui est dans ma cuisine me dit qu'il faut arrêter et j'arrête.